La mort, le sexe. Où est-ce qu'on apprend le sexe? À la TV, effectivement. Alors sur ce plan-là, la pornographie est beaucoup, beaucoup moins dangereuse que l'érotisme. Hein. Pornographie, elle est hors des frontières humaines. Vous avez des acteurs lobotomisés dans des scénarios creux. Ça fait un peu penser à Rambo par rapport à la violence. Hein. Rambo, il n'a pas de cerveau. Si les enfants regardent un Rambo, vous discutez 10 secondes, 30 secondes avec lui après pour dire, bon, ben, c'est con, mais c'est marrant, mais c'est con. Ça suffit pour évacuer hors de l'humain. C'est pour ça qu'il est lobotomisé. Quand vous prenez un premier groupe où les enfants regardent Rambo, puis ils vont se coucher, un deuxième groupe, ils regardent Rambo, ils discutent 10 secondes avec un adulte et ils vont se coucher, et un troisième groupe, on regarde de la violence, un film dépourvu, pardon, complètement de violence, constatez que le premier groupe, effectivement, est un peu plus turbulent que les autres. Mais le deuxième est moins turbulent que le premier et que le troisième. Il y a un effet cathartique, effectivement, et il y a une aptitude à dégager hors de l'humain. Si vous laissez traîner BTV, le film pornographique, et que votre enfant tombe dessus, discutez 10 secondes avec lui pour évacuer hors de l'humain, ça suffira. Rocco Siffredi devient dangereux quand il fait du cinéma d'auteur ou, je le dis en passant, de la publicité pour des thèmes sérieux. Là, effectivement, la pornographie a pour vocation d'être boostée hors de l'humain. Et c'est très bien comme ça, donc pas trop de danger. Par contre, l'érotisme, là, on est dans l'humain. Et ça se consomme en famille. Papa, maman et 2 enfants regardent un film dans lequel il y a 2 scènes érotiques en moyenne. Alors, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'il y a un gros malaise, hein, un énorme malaise, parce qu'on ne consomme pas aussi facilement que ça de l'érotisme. Les enfants ne regardent pas la scène, ils regardent leurs parents en priorité. Les mamans font ce qu'on appelle des refuges dans l'activité, plongent leur tête dans la tasse de café. Elles vont dans la pièce d'à côté, elles tricotent 2 fois plus vite. Les papas s'en sortent pas mieux, ils font de l'humour à 5 balles pour évacuer en touche. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, je ne vous ai pas demandé qui regarde des films pornographiques, parce que personne ici, on est entre gens bien, mais des scènes érotiques, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'en regarder. Qu'est-ce que l'enfant a vu et qu'est-ce qu'il a appris? On compte là-dessus pour qu'il conçoive ce qu'est la sexualité. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on lui a montré? Pas nécessairement, hein. Justement, au contraire, le spectacle est autorisé, légitimé, parce que personne n'a dit c'est pas bien, il ne faut pas regarder ça. À l'époque des carrés blancs, on le faisait. C'est du non-verbal, il y a de l'implicite, il y a un malaise. Il n'y a personne qui a dit qu'on ne pouvait pas. Il y a un malaise, donc l'enfant perçoit le malaise, d'accord, mais qu'est-ce qu'il voit objectivement sur l'écran? Qui se rapproche d'une façon étonnante de la réalité. Ce n'est pas la réalité qu'on vous montre. Hein. On va laisser votre observation sur le côté, on y reviendra, ça dépend de votre niveau d'érotisme. Mais parce qu'effectivement, ce qu'on va montrer, ce qu'on va suggérer, c'est des images qui vont montrer le plaisir. Ça veut dire qu'on va voir des mains qui s'ouvrent, des visages qui s'illuminent. Ça veut dire qu'on va montrer de manière souvent hypertrophiée ce qu'est le plaisir. L'enfant apprend 2 choses. Le plaisir, c'est spectaculaire. Personne ne va corriger ça. On sait que ce n'est pas toujours aussi spectaculaire et certainement pas dans les premières relations. Alors, comment l'enfant va faire quand il va se lancer dans ses premières relations avec cet apprentissage défaillant? Ah ben, 8 jeunes filles sur 10 miment le comportement qu'elles pensent attendu d'elles au moment de leur première relation, et elles affirment avoir mimé le plaisir qu'elles n'ont pas ressenti, et les garçons, pour éviter de se sentir insuffisants, vont projeter effectivement cette fille, c'est un mauvais coup, et vont avoir une image très dégradée. Ils apprennent. Le plaisir, c'est facile, et vous aurez des tas de messages publicitaires qui vont vous le prouver. Un café nommé désir, un shampoing beaucoup plus efficace qu'un homme, vous aurez des tas de mécanismes pour montrer, oui, par exemple, ah oui, là c'est terrible, ça, oui. Vous aurez des tas de mécanismes qui vont vous montrer, c'est facile et spectaculaire. Or, ça ne l'est pas. Alors pourquoi papa et maman ne corrigent pas? Pourquoi à un moment donné, maman fait la morte et papa fait le fou? Parce qu'imaginez 2 secondes, maman dire c'est pas comme ça tous les jours. C'est papa qui va dire pourquoi tu dis ça. Et si c'est papa qui le dit, c'est maman qui va s'interroger. Parce qu'effectivement, c'est ce que Bruckner appelle l'injonction à l'euphorie perpétuelle. On ne peut pas montrer de faille dans cette espèce de joie permanente. On montre en permanence cette euphorie perpétuelle, elle commence très tôt, notamment dans ce syndrome qu'on appelle l'hyperparentalité, qui fait qu'on n'accouche plus d'enfants. On accouche d'enfants heureux et destinés à être heureux jusqu'à la fin de notre vie. Et il y a une injonction à être heureux.
Et il faudra tout le temps répondre à cette injonction. Il faudra donc rire tout le temps, il faudra tout le temps montrer qu'on est content, capable de jouir, etc. Alors évidemment que tout ça va perturber les codes au point que, effectivement, si je ne constate pas que je suis un être capable de donner cette jouissance de manière spectaculaire et de la recevoir, je vais me considérer comme terriblement insuffisant. Et donc la sexualité, qui est une source majeure d'anxiété chez le jeune adolescent, va devenir aussi une source de dérision. La mort, la sexualité et la maladie comme étant porteuses de l'un et capable de ne plus générer l'autre. Et vous aurez les 3 thèmes d'angoisse de l'adulte que l'adolescent va tourner en dérision en permanence. D'où, par exemple, des séries comme H. Vous connaissez H ? Avec Eric et Ramsey. On a fait un test à l'université. Qui trouve ça marrant, H ? Des adolescents attardés, il y en a quelques-uns ici. Donc des gens, effectivement. Oui, c'est à peu près la moyenne. Hein. Donc quand on montre une scène de H, je vous la décrite comme ça, elle n'est pas drôle évidemment, puisque ça doit d'abord se voir en image. Vous avez un cadavre, vous avez Eric et Ramsey derrière le cadavre, et vous avez une infirmière qui passe devant, et le cadavre se tape une érection. Alors, ceux qui rient doivent aller consulter, ils sont sans doute des adolescents attardés, ça fait rire. 8 adolescents sur 10. 1 sur 10 trouve ça moyennement drôle et 1 sur 10 trouve ça agaçant. Donc la proportion est exactement inversée à celle des adultes. 8 sur 10 trouvent ça agaçant. Tapez-vous la tour Montparnasse infernale. Vous verrez l'exercice que c'est pour un adulte de rentrer dans cet exercice d'humour qui change complètement les codes, qui change complètement les règles. Eh bien, vous êtes dans la même position que l'adolescent qui, le soir du réveillon de Noël, est obligé de se taper la grande vadrouille avec vous. C'est la même chose. Il va vous regarder, il ne comprend pas pourquoi vous riez. Qui trouve ça drôle, la grande vadrouille ? Allez dire, ah ouais, c'est quand même beaucoup plus massif. Alors effectivement, on a la proportion quasiment inversée. On trouve ça très drôle. De quoi rit-on dans la grande vadrouille ? Pourquoi ça nous fait rire ? Alors, c'est le contre-pied à la guerre, pas seulement à la guerre, à la collaboration passive. Vous avez effectivement des gens qui, à un moment donné, ont collaboré, de manière en tout cas passive. Hein. Il y en a un qui fait de la peinture autour d'une croix gammée, et il y a l'autre qui fait de la musique pour les Allemands. Et puis, ils vont devenir effectivement résistants à l'insu de leur plein gré. Même chose pour Où est passée la 7e compagnie et tous ces films. Ce n'est pas de la guerre qu'on rit. Parce que, effectivement, la collaboration passive, qui j'ai été pendant la guerre, qui ont été mes parents pendant la guerre, ont été une source d'angoisse et de non-dit. L'angoisse s'émancipe dans le non-dit. On n'en a pas parlé. Et Marx le disait beaucoup mieux que moi, l'histoire repasse chaque fois les plats, 2 fois. Une fois sous forme de drame, juste après la guerre, vous avez énormément de films de guerre, mais de manière dramatique. Et puis, pouf, après, sous forme humoristique, on tourne en dérision, ce qui a angoissé la génération précédente. Et donc, nous trouvons ça très drôle, la grande vadrouille, parce qu'on a grandi dans les angoisses de nos parents, dans les non-dits de nos parents, et qu'on évacue ça sous forme d'humour. Évidemment, on peut en rire aussi, et certains préadolescents notamment rient des grimaces. Les grimaces sont des invariants qui vont faire rire tout le temps. Même un adulte peut rire par moment des grimaces d'Eric et Ramsey. Mais en règle générale, ils trouvent le contexte général humoristique agaçant parce que les thèmes dont on rit sont précisément les thèmes qui l'angoissent.